Donc, chapitre 15, la diversification des êtres vivants. D'après ce que vous avez vu en seconde concernant la biodiversité, eh bien, cette biodiversité se modifie, c'est-à-dire qu'il y a diversification des êtres vivants. Quels sont les mécanismes en dehors des brassages et des mutations-duplications qui ont déjà été vus dans le chapitre précédent, provoquent la diversification des êtres vivants. Donc, première partie, les mécanismes de diversification génétique, donc des génomes. Diversification et transfert par voie virale. Vous avez vu en TP l'exemple du placenta et des syncytines. Nous allons voir ici la digestion des sushis, la diversification grâce à la polyploïdisation, et la diversification et les gènes du développement. Donc tout d'abord le placenta et les syncytines. On se demande ici comment prouver qu'au cours de l'évolution, un virus a transféré son ADN à un humain, qu'il y a eu transfert du gène de la syncytine. Alors il faut savoir que le placenta permet la relation entre la mère et son futur bébé. Ce placenta se développe à partir des cellules de l'embryon tout jeune dès qu'il s'implante, donc dès la nidation au 7e jour. Des fusions vont se réaliser et il s'agit de fusions entre cellules du placenta, c'est-à-dire que les membranes plasmiques entre les cellules sont détruites. Eh bien, une fusion de cellules, ça existe dans un autre domaine, donc cette ébauche de placenta, on l'appelle un syncytium. Vous avez ici une étude de la fonction du gène qui code pour la syncytine, et on voit que des cellules qui ont chacune leur membrane qui les entoure, avec, si on leur ajoute le gène de la syncytine, forme un syncytium, c'est-à-dire une cellule composée de nombreux noyaux, puisque les membranes plasmiques ont disparu sous l'effet de la syncytine. Donc c'est une protéine de fusion. Les cellules embryonnaires isolées, grâce à leur membrane, deviennent un syncytium grâce à une protéine qui s'appelle la syncytine. Et donc, qui dit protéine, dit qu'il y a un gène qui code pour cette protéine, et ce gène ne s'exprime que dans le placenta, puisque toutes nos cellules dans notre corps ne sont pas fusionnées. Légende de ce schéma. Autre processus où il y a fusion de membranes, eh bien, un virus agit en fusionnant avec la cellule hôte ou encore cellule cible, avec sa membrane plasmique. Donc il y a d'abord reconnaissance au niveau des protéines externes du virus avec des protéines réceptrices de la cellule cible, qui est un lymphocyte CD4 si le virus est et le virus du sida par exemple. Et donc les cellules cibles isolées du virus, la cellule cible isolée du virus par sa membrane va fusionner avec le virus. On peut supposer qu'une protéine, alors serait-ce la syncytine, permet cela. Si c'est la syncytine, on peut penser qu'il y a un gène responsable de la synthèse des protéines de l'enveloppe du virus. Et c'est ce gène que l'on connaît et que vous avez étudié grâce à un anagène. Donc, dans l'étape 1, après la problématique déjà posée, on peut dire que pour vérifier qu'il y a eu transfert de gènes entre virus et homme, nous allons comparer les séquences des protéines exprimées à partir des gènes, les deux gènes qui nous sont proposés, gène humain et gène viral. Ceux-ci
grâce au logiciel qui nous permet toujours de comparer les molécules, qui est Anagen. On va ici réaliser une comparaison avec discontinuité puisque les protéines n'ont pas la même taille. Nous nous attendons à plus de 20% de similitude, ce qui prouve que cette ressemblance n'est pas due au hasard, mais qu'il y a une molécule ancestrale commune qui a été transférée par un virus, et ceci lors de l'émergence des mammifères placentaires par opposition aux marsupiaux qui n'ont pas un développement embryonnaire complet. Dans l'étape 3, vous avez comparé avec Anagen les séquences et vous avez trouvé une similitude à 87%, donc c'est bien évidemment bien plus que les 20% attendus. Forte similitude qui corrobore l'idée que la syncytine est d'origine virale. Celle-ci, cette origine virale est aussi confirmée par la similitude des fonctions de la syncytine 1 et de la protéine d'enveloppe du virus, qui sont toutes les deux des protéines qui provoquent la fusion. J'ai pris ces documents sur le site de l'INRP que vous pouvez aller voir. La protéine, donc ceci complète notre étude. Vous pouvez le noter sous forme de tableau et de schéma qui accompagnent ce tableau. Et j'ai également complété par toujours des informations de l'INRP et ici la datation de l'infection par les rétrovirus à l'origine des syncytines 1 et 2, qui permet de voir que ces syncytines 1 et 2 sont apparues au cours du temps, ont subi des évolutions et on peut dater au niveau du temps l'apparition de l'une et l'autre et donc l'évolution. En conclusion, on peut dire qu'il y a un transfert horizontal et un transfert vertical. L'incorporation d'un rétrovirus dans le génome d'une espèce vers une autre, c'est ce qu'on appelle un transfert horizontal. Par contre, ensuite, la transmission du provirus, c'est-à-dire le virus qui est dans le noyau au cours des générations successives, de la mère à son enfant, c'est ce qu'on appelle un transfert vertical qui est classique. On transfère toujours nos gènes d'un parent à ses enfants. Cette étude sur la présence de gènes rétroviraux dans le génome des mammifères révèle l'importance du transfert horizontal dans les processus de diversification du vivant, puisqu'il s'agit ici de l'évolution des mammifères marsupiaux aux mammifères placentaires. On va se demander maintenant s'il existe d'autres exemples de transferts horizontaux et on prend la digestion des sushis. Alors en Europe, on a maintenant pris l'habitude de manger des sushis, mais leur digestion n'est pas toujours simple puisque autour de ces sushis, on a une algue du genre Porphyra dont nous ne possédons pas les enzymes nécessaires à la digestion. Dans cette algue, il y a des glucides complexes qu'on appelle des porphyranes. Pour digérer ces porphyranes, il faut des porphyranases. Ase veut dire enzyme, donc des enzymes qui catalysent la dégradation des porphyrines. Ces porphyranases n'existent pas dans les cellules humaines, mais on les trouve dans des bactéries marines que l'on trouve autour du Japon. Ces bactéries s'appellent Zobella galactanivorans, puisque littéralement ça veut dire qu'elles se nourrissent de galactose, mais aussi donc de porphyrine. Le galactose est un autre sucre. Alors on a testé différents japonais, un individu 1, un individu 2, un individu 3 qui est le fils de 2, un individu 4, 5 et des Américains. On constate que le nombre de séquences similaires à la porphyranase est de 3 chez ce premier japonais, 1 ou 2 chez d'autres japonais. Un japonais n'en a pas et le japonais 5 en a une. Par contre, chez les Américains, sur 18 Américains testés, ici on n'en a testé que 5 des japonais, aucun ne possédait de séquences similaires à la porphyranase. Le pourcentage d'identité de ces séquences était très fort, entre 80 et plus de 90% et même 100% chez le japonais 5.
Donc, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre les bactéries qui ont fourni le gène et la bactérie que l'on retrouve dans l'individu. Or, on n'a jamais trouvé de bactéries dans la flore intestinale des Japonais, enfin de bactéries de ce type, celles qui possèdent l'enzyme. On en déduit donc, puisqu'il y a des gènes codants pour les porphyranases, qu'il y a eu un transfert des bactéries aquatiques du Japon vers les bactéries qui existent dans l'intestin de ces Japonais. C'est donc un transfert horizontal, puis un transfert vertical que l'on peut prouver ici, du japonais 2 au japonais 3 qui est son fils, puisque on remarque qu'il a encore plus de séquences similaires à la porphyranase que son parent. On passe à la diversification. Dans cette partie, je vais aller beaucoup plus vite. La polyploïdisation, on en a déjà parlé, donc c'est le cas de beaucoup de plantes cultivées comme le blé, le maïs, le riz ou de l'avoine qui appartiennent au poacées. On a ici une tétraploïdie, c'est-à-dire que le caryotype est de 4 N. On peut aussi parler de polyploïdie qui est un terme plus générique. Cette expérience de marquage montre qu'il y a eu, après hybridation de ces deux plantes, formation d'un individu polyploïde. Celui-ci est à 2n égale 10, celui-ci 2n égale 18, total 2n égale 28. Donc il y a addition de la ploïdie des deux autres. On peut avoir une autoploïdie, c'est-à-dire que la méiose ne sépare pas les chromosomes homologues, ou une alloploïdie, c'est-à-dire qui résulte de l'hybridation comme dans cet exemple. D'autres exemples, la pomme de terre ou le coton sont à 4 N, le blé l'avoine à 6 N, la canne à sucre ou le fraisier à 8 N. Donc on a beaucoup de polyploïdie chez les végétaux. Troisième mécanisme, la diversification et les gènes du développement que vous avez vu en TP 21 bis. Ces gènes du développement sont aussi appelés gènes architectes. J'aime bien la définition de Wikipédia que je vous ai mise ici. Ce sont des gènes qui déterminent le plan d'organisation, c'est-à-dire la place des organes. Ici, on a transféré un gène de pattes au niveau, à un certain niveau, qui provoque la mise en place de pattes à la place des antennes. La découverte, elle s'est faite à partir d'études de mutation comme ici. Le plus connu, donc, c'est la mouche Antennapédia, qui a donc des pattes pédia à la place des antennes. La définition de mon site, qui fait référence aux causes et aux grands effets, ça c'est important également. Document de votre livre, je vais vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour cette vidéo, vous pourrez mettre en pause. Nouveau document de votre livre concernant les gènes homéotiques et des fonctions identiques, des modifications de l'expression des gènes. Vous avez étudié les pattes des bébêtes. Les arthropodes ont un certain nombre de pattes et suivant un certain plan, puisqu'ils ont un nombre différent de gènes qui s'expriment, ce qui donne un nombre et un aspect différent des appendices. Chez les chiens, on a par exemple le Saint-Bernard qui a un museau comme celui des chiots de ski ou de collet. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt précoce de la croissance du museau et donc une modification dans l'intensité, la durée, la chronologie de l'expression des gènes, ce qui amène à la notion 72. Quels mécanismes permettent une diversification sans modifier les gènes? Ce sera l'objet du grand 2 et donc de la vidéo suivante. Merci de votre attention.